À 18h20, c'est la dernière ligne droite sur Europe 1 et sur CNews de votre punchline version été. Sujet pour vous, mais également pour nos autres invités, mais pour vous, ma chère Sarah Doraghi, parce qu'en fait, on va parler de l'Iran, on va parler d'un confrère qu'on a beaucoup vu. Ah ben déjà, ça commence bien le débat. Je n'ai même pas prononcé son nom, ni son prénom, ni quoi que ce soit, mais je le dis pour les téléspectateurs d'Europe. Il a une carte de presse. Les téléspectateurs de CNews. Ouais, mais vous êtes sage, je peux donner le nom quand même. Ah bah bien sûr. Bon, d'accord. Contexte en particulier, Siavash Ghazi, donc journaliste en Iran, qui a été donc nommé par Emmanuel Macron, c'est pas rien, chevalier de la Légion d'honneur cette semaine. Pourquoi je vous parle de lui? Parce qu'on l'a vu beaucoup sur le conflit, sur toutes les chaînes. La question que je vous pose, vous êtes franco-iranienne, Sarah Doraghi, quel regard portez-vous sur cette Légion d'honneur donnée à notre confrère? Et vous faites hop, 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 hop. J'ai bien noté. Oui, parce que si vous voulez, les Iraniens qui pleurent, la jeunesse massacrée, les 50 000 morts qu'il y a eu au mois de janvier, le 8 et 9 janvier, en 48 heures, 50 000 morts. Et Siavash Ghazi qui a repris, vraiment, on l'entendait, moi j'avais l'impression d'entendre les communiqués de presse du ministère de l'Information et du régime islamique. C'est à vomir. C'est-à-dire que pour les Iraniens, c'était une douleur en plus, c'était la double peine, quoi. C'était en plus entendre un journaliste en direct de Téhéran, alors même qu'il y avait blackout, personne n'avait Internet et tout. Le type en flux continu arrivait à être sur toutes les chaînes et à donner des interviews absolument partout. Ça, je veux dire, franchement, et déjà, si vous êtes iranien ou vous avez foutu un pied en Iran, mais aussi quand vous êtes journaliste ou vous avez déjà été journaliste en Iran. Moi, j'avais fait un documentaire en 2016 en Iran. Je peux vous garantir que le journaliste qui se promène seul et qui donne simplement son avis, etc., n'existe pas. Vous êtes chaperonné par un type envoyé par le ministère de l'Information qui vous suit, qui récupère les bandes, qui censure ce qui lui plaît, ce qui lui déplaît, etc. Et si c'est du direct, vous avez un type face à côté du caméraman qui vous dit d'abord ce que vous allez dire, etc. Il se met bien d'accord avec vous et ensuite vous parlez. Je pense que Siavash Ghazi, en plus, a fait un peu de zèle. Donc il avait l'air très content de le faire. Il est en France. Il aurait pu dire, voilà, c'est vrai qu'il y a eu quand même quelques contraintes et tout. Non, il est content. Et en plus, il est décoré par... moi, je trouve que cette décoration... c'est vraiment, ça déshonore l'honneur en fait, parce que pour moi cette décoration elle a un sens, c'est-à-dire qu'on a été à un moment, on est méritant aux yeux de la République française, c'est quelque chose quoi, et je trouve que c'est pas la bonne personne à qui il fallait la donner. Je ne dis pas que je la mérite, mais je pense qu'il y a des gens qui risquent leur vie quand ils parlent de ce régime-là, qui sont en France et qui sont partout aux États-Unis, etc. Mais quand on donne cette distinction en France, ça veut dire quelque chose. Et je trouve que si c'est politique, de la part du président de la République, eh bien c'est sale et c'est non mérité. Dans ces interventions que vous avez pu suivre, ou pas du tout d'ailleurs, parce que évidemment, pour les raisons que vous avez évoquées, vous connaissiez le discours. Dans les conditions de travail, on dit qu'évidemment, quand on a un téléphone portable, il faut des puces, etc. On ne peut pas travailler librement, vous l'avez exprimé, mais ce qu'on appelle les puces blanches, expliquez à nos téléspectateurs et à nos auditeurs. La carte blanche, c'est-à-dire que pendant les coupures Internet, qui concernait l'Iran entier, c'est-à-dire plus personne n'avait Internet, plus personne ne pouvait communiquer avec l'extérieur, sauf évidemment les gens du régime et certains VIP choisis par le régime, dont Siavash Ghazi, qui alors... C'était incroyable la facilité avec laquelle il arrivait à fournir. Et on l'a vu partout, sur toutes les chaînes d'information en France. Sans coupure, sans rien, parfaitement, avec une image et un son nickel. Réaction, Jonathan Sixou, fallait-il la donner ou pas en vertu des informations données par Sarah Doraghi? Et je voulais évidemment lui donner la parole en premier lieu parce qu'elle connaît bien l'Iran et ô combien. Non mais vous avez parfaitement bien fait de lui donner la parole. En premier, c'est-à-dire que c'est assez... incompréhensible, c'est même totalement incompréhensible. On sait qu'il n'y a pas de journalistes exerçant librement leur profession en Iran, comme dans beaucoup de dictatures sur Terre par ailleurs. Et c'est donc le cas en Iran. Pourquoi le décorer, lui? C'est quand même assez dérangeant. Et on l'a vu pendant le gros du conflit, le dur du conflit.
Que nous disait-il lors de ces innombrables directs quotidiens? Il nous disait ce que disaient les médias officiels iraniens. Et donc finalement, à quoi bon avoir eu un correspondant francophone nous disant ce que nous avions par ailleurs en images ou par des témoignages 1000 fois plus intéressants et courageux de l'opposition iranienne qu'on arrivait tout de même, plus ou moins de façon aléatoire, à récupérer presque tous les jours. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de journalistes en Iran, mais qui exerce le librement, journaliste, s'il est journaliste et qu'il parle librement, vous ne pouvez pas le voir. Vous n'aurez jamais son visage. Vous aurez le son, vous aurez une voix trafiquée, etc. Mais il ne peut pas s'exprimer, sinon il meurt, il est en prison et vous ne le voyez plus personne, il disparaît des radars, etc. Donc il y a des journalistes. Et puis, surtout, ce qui est extrêmement précieux pour nous, qui sont nos sources en ce moment en Iran, c'est qu'il existe aujourd'hui le journalisme citoyen. C'est-à-dire vraiment la population iranienne est devenue la meilleure source d'information qui documente véritablement et qui est vraiment en première ligne des événements. C'est comme ça qu'on a les informations. Arnaud Klasfeld, tout le monde a un mot à donner sur le sujet, visiblement, ce soir sur CNews et sur Europe 1. Un mot. Donc, on peut en dire deux, hein, évidemment. Si on accorde la Légion d'honneur à ce journaliste iranien qui a exprimé le point de vue iranien avec l'aval, évidemment, du gouvernement des Mollahs, ou des gardiens de la Révolution, selon, avec une pointe d'humour et de provocation, mais avec quand même du réalisme, je me demande pourquoi on cherche des misères à Ksenia Federova qui exprime le point de vue russe. Arnaud Klasfeld. Mathias Leboeuf. Oui, moi, je souscris à tout ce qui vient d'être dit. C'est un personnage pour le moins controversé quant à la nature des informations qu'il a fournies. Donc c'est un choix étonnant. J'ai du mal à comprendre. J'aimerais savoir par qui il a été proposé. C'est la question que j'ai posée, parce que quand on est proposé, on est proposé. On est d'accord. Proposé soit par effectivement des citoyens, soit par un ministère, soit par des représentants peut-être de l'audiovisuel public. Donc ça serait intéressant de savoir ça. Et le processus de validation est un peu étonnant, effectivement. Je trouve que c'est pas du tout étonnant. Emmanuel Macron ne rêve que d'une information labellisée. Emmanuel Macron et Aurore Berger ne rêvent que d'une information contrôlée. Et donc, ils ont donné la Légion d'honneur à quelqu'un qui exprime le point de vue d'un gouvernement. Et c'est exactement l'information dont ils rêvent en France. Ouais. Je rappelle que CNews a été condamné parce que, entre autres, l'Arcom reprochait à CNews d'avoir une critique systématique du gouvernement. Et ben voilà, Siavosh Ghazi n'avait pas de critique systématique du gouvernement iranien, et le président Emmanuel Macron l'a reconnu, et donc a salué en lui le type de confrère qu'il a envie d'avoir. Ouais. En tous les cas, nous, on donne la parole à tout le monde sur CNews et sur Europe 1. J'insiste là-dessus. Tout le monde peut en témoigner, et on n'interdit personne. On peut entendre ça de la part d'Emmanuel Macron, qui en plus s'est refermé sur lui-même, qui a un rapport très particulier avec la presse, qui éloigne la preuve. Je suis pas sûr pour Aurore Berger, vous m'excuserez, mais je crois pas. Je crois pas en train de faire en sorte que l'Arcom puisse bénéficier. Je crois pas du tout. Et Aurore Berger vient très souvent. Vient très souvent Aurore Berger. Mais pour Siavosh Ghazi, c'est d'une certaine manière. Moi, je crois que c'est assumé. C'est-à-dire qu'on reconnaît d'une certaine manière qu'on peut discuter avec le pouvoir iranien, le régime iranien, d'une certaine manière, qu'il a été le porte-parole de quelque chose. Que si nous on arrive à faire passer un certain nombre de nos bateaux, et ça a été le cas pendant ce conflit, où vous vous souvenez, on a fait passer des bateaux français à travers le détroit d'Ormuz en discutant avec le pouvoir iranien. Donc il y a un moment, pour des raisons économiques, pour plein de raisons, eh bien, de temps en temps, il convient de discuter avec ce pouvoir iranien, ce régime iranien, aussi ignoble soit-il. Et pourquoi pas donc mettre une médaille au revers de la veste de Siavosh Ghazi, qui a été un parfait soldat. À ce moment-là, on pourrait distinguer, décorer l'honnêteté, en disant on est obligé, pour raisons économiques, de s'entendre avec ce régime et de croiser les doigts pour que surtout ce régime barbare qui tue sa propre population reste en place. Mais on ne vient pas décorer un journaliste qu'on envoie comme si tout allait bien en Iran, et que surtout, non, mais en fait, il n'y a pas eu tant de morts que ça. Finalement, les gens sont très contents ici. Voilà ce qu'on entendait de la part de Siavosh Ghazi, et c'est lui qui est distingué. Donc c'est mot à lui, parce que en soi, que ce type-là soit décoré, je m'en fiche un peu. Mais ces mots
Les mots qu'il a Bien sûr, prononcés, je ses comprends. partis pris, etc., c'est ça qui est ignoble. Qu'est-ce qu'on célèbre, qu'est-ce qu'on distingue, qu'est-ce qu'on décore ici? Je pense qu'Emmanuel Macron aurait dû vous passer un petit coup de téléphone pour avoir un profil plus détaillé, J'ai de moins en moins de votre. de risques Voilà. que Emmanuel Macron. C'est un peu terrible pour les autres journalistes. qui font Mathias partie de la Leboeuf. même promotion. Bien sûr. Il y a une journaliste du Monde, il y a une journaliste du Figaro, il y a Pierre Aski aussi. Et donc, moi, je trouve que ces journalistes-là soient associés dans cette promotion à M. Gazi, c'est un peu dur pour eux, quoi. Là, il y a Emmanuel Razavi, il y a Abnou Chalmani, il y a des gens formidables. Oui, aussi. Et Razavi, qu'on a reçu un grand nombre de fois, évidemment, et vous étiez à nos côtés, Sarah Doraghi. Allez, voilà ce qu'on pouvait dire pour notre confrère. Vous l'avez habillé automne, printemps, hiver, là. Voilà, c'est une autre forme de décoration ce soir. On va parler de la DZ Mafia, les amis, ce soir. Pourquoi la DZ Mafia, plus que jamais présente, très loin de son port d'attache, Marseille, c'est le moins que l'on puisse dire. On évoquait hier le maire d'Alès, qui a tout simplement reçu dans une enveloppe deux balles avec des menaces très sérieuses, parce qu'évidemment, il y a une vraie politique à Alès, et dès qu'on dérange la DZ Mafia, eh bien évidemment, la DZ Mafia rétorque. C'est-à-dire que la politique fonctionne. Écoutez ce que disait Guillaume Garcia, l'ancien bâtonnier d'Alès, sur la situation d'Alès, justement. Sur Alès, il y a 4 principaux points de deal. Et en 2024 et 2025, les services du parquet d'Alès ont mené de grandes opérations de police et de gendarmerie qui ont amené au démantèlement de réseaux locaux historiques. La nature ayant horreur du vide, 2 nouveaux acteurs se sont implantés, expression consacrée pour ne pas forcément directement dire la DZ Mafia, et effectivement l'un de ces réseaux qui s'est implanté apparaît beaucoup plus structuré, notamment et fait malheureusement l'objet de régulièrement dans le niveau de l'actualité, puisqu'il y a eu de graves faits divers qui se sont déroulés sur les différents points de deal de la ville d'Alès. Voilà, et je vais vous saluer, parce que vous devez nous quitter, Sarah Doraghi. J'ai rendez-vous avec Siavosh Gazi. Ah. Allez, merci en tous les cas de nous avoir rejoints. La DZ Mafia, oui, qui étend son pouvoir aux 4 coins de France, et notamment dans des villes moyennes. Mais on voit bien, quand on dérange la DZ Mafia, je le disais, répond Olivier Benkemoun. Oui, mais répond et essaye de vous terroriser. C'est-à-dire qu'on a ici un maire qui est LR, qui veut lutter contre la mafia, et surtout contre le narcotrafic, empêcher de dealer en rond en quelque sorte. Il a fait en sorte que dans sa ville, mais c'est une petite ville, Alès, 46 000 habitants, que tout ne soit pas complètement bouffé, sclérosé, cancérisé par cette horreur qui est le narcotrafic. Il a visé ces hommes, et en particulier les mineurs. C'est-à-dire qu'il essaye de faire en sorte qu'il y ait un tribunal, qu'il y ait une justice plus ferme contre les mineurs qui participent au trafic. C'est sa volonté, c'est ce qu'il a annoncé, c'est son programme. Mais aujourd'hui, la réponse à cette fermeté, c'est la terreur. C'est on lui fait peur, c'est on lui envoie des balles façon mafia italienne, c'est on menace sa famille, on écrit des tags menaçant sur les... C'est ça qu'on appelle le terrorisme. La terreur, le terrorisme, c'est ça, on essaye de lui faire peur. Et heureusement qu'il y a des médias qui en parlent, et heureusement que les choses sont dites, et heureusement qu'on a des autorités qui vont l'entendre. Alors sans doute qu'on va envoyer la CRS... mais c'est toujours ponctuel, on le sait bien, Olivier. De manière ponctuelle, mais au moins la loupe est mise sur Alès, qui est une petite ville, qui est une ville sympathique du sud de la France, qui est effectivement assez loin de Marseille, mais aujourd'hui, la DZ, ou en tout cas le narcotrafic, touche 80% du territoire, toutes les villes, y compris les petites villes. En réalité, la consommation de drogue, la consommation de cocaïne en particulier, qui a dépassé la consommation de cannabis, est partout, c'est installé partout, on a des consommateurs partout, donc on a des dealers partout, et vous savez très bien combien ça rapporte. C'est des business qui rapportent tellement d'argent que les gens sont prêts à tuer pour obtenir et conserver des points de deal jusqu'à 2 millions par an, un point de deal. Alors, je vous propose d'écouter Mohamed Ben Medour, qu'on a souvent interrogé sur ce plateau. Il était mon invité dans le cadre de Mini News. Il est médiateur dans le fameux quartier nord de Marseille. Et il connaît bien toute cette organisation. Écoutez ce qu'il nous en dit et sur son développement. On a une main-d'œuvre qui vient de partout et qui est illimitée. On a des jeunes en perdition dans toute la France et qui atterrissent chez nous à Marseille, qui atterrissent à Alès, qui atterrissent à Lyon. Vice-versa, on a des jeunes Marseillais
que j'ai connus qui vont s'exporter sur Alès parce que, entre guillemets, ils sont carbonisés sur Marseille, ou bien les flics les connaissent, ou bien la famille est sur Marseille. Donc c'est un phénomène national, et ça je tire la sonnette d'alarme depuis longtemps. Ce n'est pas uniquement un phénomène marseillais, c'est le mal-être de la jeunesse française qui se retrouve en proie au narcotrafic, tout simplement. C'est terrible, hein, ces propos de Mohamed Menmeno. Hein. C'est le malaise de la jeunesse française. Et on est bien loin du port d'attache de la DZ à Marseille. Hein. Effectivement, et il y a marqué un combat perdu par l'exécutif. Rappelons que Jean-Noël Barrot a expliqué qu'il allait déclarer la guerre à la drogue et qu'il était même prêt à donner des leçons à la Colombie. Voilà, résultat, aujourd'hui, c'est la drogue qui a déclaré la guerre à l'État français et elle est en train de gagner. Comme vous l'a rappelé M. Benkemoun, le narcotrafic est répandu maintenant dans toutes les régions. Les campagnes ne sont pas à l'abri. La cocaïne est effectivement devenue non pas un sport de luxe, mais au contraire un divertissement bon marché. Et juste pour le plaisir, rappelons que Sébastien Lecornu a demandé dans tous les ministères de faire passer des tests antidrogue et a ensuite décidé de garder pour lui les résultats. Donc on n'est pas absolument certain que la guerre soit vraiment bien menée. Ce qui est terrible, c'est qu'une fois de plus, on se retrouve avec des populations françaises qui assistent impuissantes à l'ensauvagement de leur pays et avec une jeunesse française qui n'a plus que la drogue, en fait, pour trouver une raison à sa vie. C'est-à-dire, ce gouvernement, en 10 ans, a réussi à rendre les Français fous, neurasthéniques, désespérés et accros à la drogue. Voilà. C'est vraiment stupéfiant. Stupéfiant. Jeu de mots. Jeu de mots, d'accord. Jonathan Sicsou. Excellent jeu de mots. Oui, je l'ai noté. Richard de Sèze, il veut revenir dans cette émission, je le sens. On parlait dans la première partie de l'émission de la façon dont la France se met à plat ventre devant l'Algérie. On ne peut pas ne pas parler de l'Algérie lorsque l'on parle de la DZ Mafia, parce que DZ, c'est l'abréviation de Zaïre, qui veut dire Algérie en arabe dialectal algérien. Donc c'est clairement une façon, un rapport certes mafieux, mais algérien, qui gangrène absolument tout le territoire français. Et je pense que cette façon de gérer nos rapports avec nos amis algériens fait que nous n'abordons absolument pas le sujet de la DZ Mafia lorsqu'il y a des rencontres au sommet. C'est absolument dramatique. Il faut néanmoins en parler parce que le corollaire de la mafia, d'un système mafieux quel qu'il soit, c'est l'omerta, c'est le silence. Donc il faut absolument mettre le plus de coups de projecteur possible sur leurs agissements, sur leurs crimes. Mais ils n'aiment pas ça, justement. Absolument. Et donc il faut continuer de le faire. Et il faudrait essayer d'imposer ce mode de vue, si je puis dire également, à davantage de responsables politiques. Et coup de chapeau à ce maire d'Alès. Hein, absolument. Il faut faire vraiment preuve de courage dans un cas comme le sien, où il ne va, à ma connaissance, il ne bénéficie pas de protection. Si, il a une protection. Il a une protection. Il a une protection depuis. Et c'est important. Alors, je crois qu'il y a davantage de rondes policières devant lui, mais c'est pas une protection directe comme on en connaît. Il y a des personnalités. Ah oui, mais il a quand même. Évidemment, il y a un nombre de forces de l'ordre qui sont davantage près de son domicile, parce qu'évidemment, qu'est-ce que c'est pas anodin de balles. Qu'est-ce que ça appelle ? C'est deux balles de 9 mm. On sait où tu es, on va te tuer si tu continues. Même le fait de médiatiser cette histoire peut lui coûter cher. Enfin, je veux dire, on a mis l'exemple de ce qui s'est passé en Amérique du Sud et de policiers, plutôt de maires qui sont visés, d'hommes politiques qui sont visés, de magistrats qui sont visés. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est effectivement l'omerta, les faire taire. Et on peut les faire taire par différents moyens. Il y a les plus radicaux. Je vous donne la parole, Mathias Leboeuf, mais autre exemple, puisque nous étions à Alès, et Arnaud aussi, je ne vous ai pas donné la parole sur le sujet, mais on va prendre la direction de Carcassonne, où il y a là une fusillade mortelle avec 5 blessés, évidemment, tout cela sous fond de narcotrafic. Michael Dos Santos nous raconte tout cela. Sur ces images diffusées sur les réseaux sociaux, un véhicule s'arrête devant un point de deal de Carcassonne. Un homme au visage masqué sort et tire en rafale en direction d'un immeuble. Une vidéo accompagnée de menaces de mort adressées à leur adversaire. Vous allez dormir un par un. On a les adresses de tout le monde. On va vous éteindre, vous et vos familles. La fusillade a fait un mort et 5 blessés. Les victimes sont toutes connues des services de police. Au moins 56 douilles sont retrouvées sur place.
Dans un courrier adressé au ministre de l'Intérieur Laurent Nunez, le maire de la ville réclame des renforts. Je sollicite votre soutien afin que Carcassonne bénéficie d'effectifs supplémentaires et de moyens opérationnels renforcés pour la police nationale. Il est indispensable de donner à nos forces de l'ordre les moyens pour lutter plus efficacement contre les trafics de stupéfiants. Selon les premiers éléments, les auteurs de cette fusillade seraient la DZNG, NG pour Nouvelle Génération. Des dissidents qui tenteraient de prendre le contrôle des points de deal détenus par des trafiquants de la DZ Mafia en prison. Des individus épaulés par la CMNG, un cartel marocain. Ça va au-delà du tir d'intimidation. Là, on a blessé, on a tué. Donc c'est vraiment une conquête de territoire. Oui. Et finalement, on voit bien qu'il n'y a pas de crainte. Ils agissent en pleine journée à 17h, c'était le cas. Et puis dans la nuit, vers minuit et quart, minuit et demi. Une autre fusillade avait éclaté en plein après-midi, un peu plus tôt dans le même quartier de Carcassonne. Un homme avait été blessé. Alors Mathias Leboeuf, votre réaction, je ne vous ai pas donné la parole sur Alès, mais je tiens à préciser que lorsque j'interrogeais Mohamed Ben Benno, qu'on a écouté tout à l'heure, je lui posais la question de est-ce qu'on assiste à une mexicanisation de la situation en France. Alors lui, il m'a dit non. Non, c'est pas une mexicanisation pour lui encore. Et j'étais étonné de son regard. C'est pas ça pour lui, c'est pas le terme exact. Alors déjà, la première chose, c'est qu'il faut quand même dire que moi, je porte pas beaucoup Emmanuel Macron dans mon cœur, mais la drogue existait avant Emmanuel Macron et les problèmes de drogue en France existaient avant Emmanuel Macron. Souvenez-vous, dans les années 70, la French Connection, qui était déjà d'ailleurs à Marseille. Sauf que on a changé d'époque et je pense effectivement qu'aujourd'hui, il y a une cartélisation du trafic de drogue. Alors, je ne sais pas s'il faut dire mexicanisation, mais cartélisation, c'est quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le trafic de drogue, il y a une organisation, il y a une armée, il y a une politique de développement, il y a des équipes qui sont extrêmement structurées et il y a une économie de la drogue qui est extrêmement forte. C'est un État dans l'État. Et une puissance de feu et d'argent énorme. Voilà, donc ça a pris une ampleur incroyable et pendant très longtemps, et là, probablement qu'Emmanuel Macron, effectivement, les différents gouvernements d'Emmanuel Macron, mais même un peu avant, François Hollande a aussi une responsabilité, on peut peut-être remonter même jusqu'à Nicolas Sarkozy, on a été en retard sur cette organisation et sur cette cartélisation. Aujourd'hui, on a des organisations qui sont calquées sur celle de l'Amérique du Sud. Effectivement, la drogue est un cancer qui s'étend des grandes villes aux villes moyennes, et puis qui frappe même les petites villes, voire même les villages. Et on a extrêmement de mal à lutter contre ça. C'est un État dans l'État, et je crois qu'on n'arrivera jamais à affaiblir cet État dans l'État si on ne s'attaque pas à l'économie, qui est une économie extrêmement puissante. Si on ne tarit pas les flux financiers, vous pouvez faire toutes les opérations de police, vous pouvez faire toutes les descentes, vous pouvez faire toutes les places nettes, ça ne sert à rien tant que l'argent est là. Et qu'il y a les consommateurs. Et qu'il y a les consommateurs. Et qui ont de l'argent. Déclaration d'Emmanuel Macron, puisque vous faites référence, mon cher Mathias, vous voyez, cette émission, c'est du coup humain. Vous appelez Emmanuel Macron. Et qu'est-ce qu'il déclarait en 2024 ? Nous sommes à la bataille. Et on n'a pas attendu, d'ailleurs, ces derniers mois, et c'est pour cela que je ne saurais pour ma part céder à aucun discours de défaite. C'est martial. Richard de Sèze. Oui, c'est sympa de sa part de ne pas vouloir céder à un discours. Enfin, d'abord, ça ne veut rien dire, c'est du mauvais français. Et ensuite, une fois de plus, ce sont des paroles. Jean-Noël Barrot déclare la guerre à la drogue et depuis, le trafic n'a fait que s'étendre. Jean-Noël Barrot déclare la guerre à la drogue et le camarade Macron, lui, assiste impavide au spectacle de la France ravagée et il est en train de nous jouer son petit De Gaulle en expliquant que c'est pas grave, il va lancer son appel de Colombay et faire en sorte que ça aille mieux. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Rien. Qu'est-ce qu'il a fait ? Rien. La même année, 2024, je la juge d'instruction Isabelle Couderc qui disait attention, l'État est en train de perdre la guerre contre les trafiquants à Marseille. Et que répond la voix d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire M. Dupond-Moretti à l'époque ? Taisez-vous. Taisez-vous, c'est pas vrai. On met tout sous le tapis. Donc non, c'est faux ce que dit Emmanuel Macron. Emmanuel Macron avait fait de Marseille la ville laboratoire. Ouais. Il avait expliqué. Et c'est la ville où il s'est le plus déplacé. Voilà. Il y avait même un onglet sur le site de l'Élysée avec Marseille. Et bizarrement, cet onglet Marseille a disparu. Voilà. C'est ça que fait Emmanuel Macron. Alors,
Mathias Leboeuf, qui attend patiemment et gentiment. Il ne peut pas dire autre chose que je ne céderai pas à la défaite ou discours défaitiste. Mais il y a quand même une chose qui a été faite, qui est une chose importante, c'est la mise en place d'un parquet dédié au narcotrafic. C'est pas rien, avec des moyens, des équipes. Bon, il faut espérer que ça portera ses fruits. Il date de quand le parquet, Mathias? Comment? Il a été créé quand, le parquet? Oui. Début de l'année. Début de l'année. On était à la fin du mandat, quoi. C'est pour ça que j'ai dit qu'on avait pris beaucoup de retard et on est à la ramasse parce que pendant très longtemps, on n'a pas voulu voir la mutation du trafic de drogue. Arnaud Klasfeld, et juste après, on terminera. Je vais vous amener dans une ville qui m'est chère, c'est la ville de Nantes. Là aussi, vous allez vite comprendre pourquoi. Je vais vous parler de la ville de Nantes et du coup de colère de la présidente de la région, Christelle Morancet. Mais Arnaud Klasfeld, un dernier mot sur le sujet. C'est un triple combat, au moins, qu'il faut mener contre la drogue. C'est-à-dire un combat de prévention en essayant de dégoûter dès le plus jeune âge les enfants de la drogue. Ça se fait dans les écoles, ça doit se faire dans les écoles déjà primaires, parce que c'est à cet âge-là qu'on est marqué. Il faut marquer les enfants par des images qui sont des images chocs, parce que la drogue entraîne un délabrement physique, donc il faut montrer aux enfants ce délabrement physique qu'entraîne la drogue. Deuxièmement, et c'est un combat aussi judiciaire et policier, peut-être plus de moyens pour la police comme Olivier l'a dit, mais peut-être des sanctions encore plus fortes contre les trafiquants. Et c'est un combat aussi diplomatique, parce que la drogue, elle vient de certains pays, et elle vient aussi du Maroc. On a de bonnes relations avec le Maroc, mais j'ai jamais entendu de diplomates français, ou j'ai jamais entendu de dirigeants du gouvernement dénoncer le fait que le Maroc laisse quand même perdurer sur son territoire une culture du pavot ou du hashish, et que, évidemment, ça vient ensuite en France. Donc, ce combat doit être mené, tous ces combats doivent être menés ensemble, mais ce n'est pas des combats La drogue existera toujours, la prostitution existera toujours, mais il faut se rebeller quand la drogue devient trop répandue. Les Chinois se sont rebellés quand les Anglais ont envoyé l'opium chez eux, qui a abruti totalement la population. Il y a une partie de la population française aujourd'hui qui s'abrutit lentement par la consommation de drogue. Le problème, c'est que c'est pas que la drogue et la consommation de drogue. C'est un mode de société qui est en train d'évoluer. Avec la drogue va la violence, avec la drogue va les conflits armés, avec la drogue va une autre culture, avec la drogue va le rejet de tout ce qu'on a connu jusque-là, et notamment chez les mineurs qui ne rêvent plus que de monter à l'intérieur, devenir quelqu'un à l'intérieur de ces cartels et de ces clans, et ne pensent plus du tout aller à l'école, etc. Enfin, je veux dire, c'est aussi ça qui monte. C'est un changement de société qui va avec la drogue. C'est bien plus large. Allez les amis, on va prendre la direction d'une ville qui m'est chère. Et surtout, je ne veux pas de réflexion de votre part. On va prendre la direction de Nantes. Je vais en profiter pour saluer notre invitée, Valérie Oppelt, qui est avec nous, qui est élue Renaissance, conseillère municipale à Nantes d'opposition. Pourquoi j'ai absolument voulu vous avoir, Valérie Oppelt? Merci, en tous les cas, d'avoir accepté notre invitation. Je vous ai interrogé il y a quelques temps parce que vous avez été victime d'une intrusion dans votre domicile. Et je voulais absolument avoir votre réaction, puisque Christelle Morancet, la présidente de la région des Pays de la Loire, a piqué un vrai coup de colère. Alors je vous lis la communication de Christelle Morancet, vous réagirez, et mes invités aussi très rapidement. Que dit Christelle Morancet? Hier soir, en plein cœur de Nantes, un de mes proches collaborateurs a été brutalement agressé au pied de son immeuble. Bilan, épaule brisée, traumatisme crânien, visage tuméfié. Les agresseurs sont tranquillement repartis avec leur butin, une montre, le laissant inconscient sur le trottoir. Le pire du pire, c'est que cette réalité proprement révoltante est vécue comme une triste banalité. Cette violence hallucinante est intégrée, tout simplement. Elle est un facteur à ne jamais oublier. Il faut éviter tel quartier, ne jamais marcher seul, rentrer avant telle heure, ou plus sommairement, et surtout si l'on est une femme jeune, qui plus est, rester chez soi. La violence est là, omniprésente, et personne n'y peut rien. À Nantes, ce qu'a subi mon collaborateur ne semble plus relever de l'exceptionnel. Et si c'était ça le début de la barbarie? Des mots très durs de la présidente de la région. Il se trouve que je connais bien cette ville, j'y suis né, j'ai encore une maison à Nantes et que j'y vais très régulièrement.
régulièrement et que je me fais souvent interpeller quand je me promène dans les rues de Nantes en disant « Vous ne parlez pas assez de Nantes ». Si on en parle, c'est le moins qu'on puisse dire, j'en suis pas très fier, évidemment. Et Valérie Opelt, vous, je vous avais interrogé, puisque vous avez été victime, vous aussi, en tant qu'élu, d'un braquage chez vous. Comment analysez-vous ce coup de gueule, ce véritable coup de gueule, ce SOS, serais-je tenté de dire, de la présidente de la région des Pays de la Loire? Oui, alors j'ai d'abord une pensée pour le collaborateur de Christine Mortensa et puis surtout pour les Nantais, effectivement, qui vivent au quotidien cette violence extrême qui est de plus en plus forte, avec effectivement un problème de fond pour moi, qui est une majorité conduite par Johanna Rolland, avec la complicité de la France Insoumise, et d'Andy Kerbrad, qui est lui-même consommateur de drogue. Une majorité qui nous explique que nous faisons, nous, en tant qu'élus de l'opposition, du Nantes-bashing, un sentiment d'insécurité, un adjoint à la sécurité qui nous dit que nous politiquons du haut de notre canapé. Et à côté, une majorité qui n'écoute pas son opposition, qui est forte de propositions sur une extension notamment de la police municipale la nuit, parce que je crois que ce collaborateur a été agressé vers 2h30 du matin. Et puis, une majorité qui n'écoute surtout pas sa police municipale qui souhaite être armée, sa police municipale qui a actuellement interdiction d'aller dans certains quartiers de la ville de Nantes. On en est là à Nantes. Et ce qui est terrible, Valérie Opelt, aussi, c'est qu'en fait, il y a eu des élections il n'y a pas très longtemps. Donc, si les Nantais avaient voulu inverser la tendance, vous savez, il y a juste un bulletin à glisser dans une urne. Ça s'est joué à peu de voix près, mais néanmoins, les Nantais ont reconduit Johanna Rolland et sa municipalité. Exact. Alors, on a seulement la moitié des Nantais qui ont voté, en effet. Et sur cette moitié, on a 60 000 personnes qui nous ont fait confiance, qui ont fait confiance à la liste du centre et de l'ADRE menée par Foulque Chombardelot. Et effectivement, maintenant, notre combat, c'est surtout de proposer avec l'État qui doit apporter beaucoup plus de policiers nationaux, mais proposons-nous de notre côté des solutions pour répondre à ces Nantais qui nous appellent au quotidien. Actuellement, on a un nombre d'interpellations sur du protoxyde d'azote, sur des kits de shoot retrouvés tous les jours, des hurlements la nuit, des personnes nues en plein centre-ville qui font leurs besoins en plein centre-ville, qui agressent, on l'a vu avec ce collaborateur et d'autres Nantais. Et notre rôle, effectivement, c'est d'être force de proposition et pousser la ville à agir et à se réveiller surtout. Est-ce que vous sentez cette envie des Nantais? Parce que voilà, quoi, la réalité, elle est là. Et c'est vrai que je peux en témoigner. La dernière fois que je suis venu à Nantes, il n'y a pas très longtemps, j'ai été interpellé par un restaurateur. C'est un lieu que je fréquente assez régulièrement. Ils arrivaient de Caen, ils sont à Nantes depuis presque 8 ans. Ils n'ont jamais vu la ville dans cet état. Ils se posent des questions quant au fait de rester. C'est toute l'économie qui en pâtit aussi, hein. Oui, exact. Nous sommes très interpellés par les commerçants, effectivement, qui nous disent que les Nantais sortent tout simplement le soir par peur de croiser, effectivement, de faire des mauvaises rencontres. Mais encore une fois, on a affaire ici à une situation où Johanna Rolland a pris au piège, malgré tout, les Nantais, avec la France Insoumise. Un député, Andy Kerbrad, qui est quand même élu dès le premier tour, qui, lui, finalement, considère que la sécurité, c'est une forme de domination, considère qu'il faut maintenant aller squatter les logements. Donc, finalement, nous, notre rôle, effectivement, encore une fois, est de combattre la situation, de combattre cette majorité et de la pousser à agir avec l'État. Merci pour ce témoignage, Valérie Opelt. Je rappelle que vous êtes élue Renaissance, conseillère municipale d'opposition à Nantes. Triste constat, les amis, hein, Richard de 16. Nantes a été longtemps une des villes où il faisait bon vivre. Hein. C'était la première ville au hit parade. Hein. C'est vrai. Et puis après, elle est passée à gauche. Et voilà. Et ça a été le début de la fin. Ce qui est fascinant, c'est que entre les discours des élus de gauche et effectivement des gens comme Andy Kerbrad, on voit ce que la gauche est capable de faire quand elle dirige véritablement une ville, une région et même un pays. Ce qui se passe à Nantes et ce qui est promis à toute la France une fois que la gauche sera au pouvoir. Voilà. Donc, j'espère que les gens voteront intelligemment en 2027 et dans les années qui suivront. On parlait de Marseille, le laboratoire macronien, on a vu ce que ça a donné. Eh bien, Nantes est le laboratoire de la gauche en matière de politique municipale. On voit ce que ça donne.
Ça sera le mot de la fin. Ça me fond le cœur hein, qu'on puisse parler de ma ville comme cela, mais c'est aussi la réalité. Il faut en parler. Merci de m'avoir accompagné durant ces 2 heures. Merci à l'équipe qui m'a entouré. David Brunet, Arthur Bastide, Sarah Godon, Camille Guédon, Sandra Chambo pour l'information. Merci à la programmation, Stéphane Fatoretto, Corentin Perini. Merci aux équipes en régie. Tout de suite sur CNews, c'est l'heure des pros qui dure 2 heures avec Élodie Huchard, ORDT. Et sur Europe 1 Soir, qui vous est présenté par Maël Laurent. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, évidemment. Belle soirée sur nos 2 antennes.